Bonjour, je vais vous présenter ma communication Léonard de Vinci ou Les errances d'un génie. Léonard de Vinci a été l'objet d'une idéalisation qui a commencé de son vivant et tend à faire de lui un génie universel et un précurseur de la pensée moderne. Ses dessins et ses écrits témoignent de son intuition et de sa grande imagination créatrice. Il a changé notre façon de voir les choses. Son écriture inversée de gaucher parcourt les feuillets de ses carnets de petites lettres pointues et serrées, tutoyant un interlocuteur imaginaire comme un autre lui-même. Pour Léonard, c'est la nature dont on doit saisir la présence. C'est l'élément absolument premier. C'est un autre auquel s'opposer et dont il s'agit de déchiffrer les signes et de se faire le double. Et, si l'on peut dire, le co-créateur. Les errances de ce génie nous fascinent et nous interrogent sur ce qui pousse Léonard à cette quête sans fin, à la poursuite d'un reflet qui lui échappe et qu'il nous révèle à son insu. Nous entendrons par errance de l'ancien français errer, marcher longtemps sans but précis, un voyage, un chemin, puis du latin classique errantia, l'action de s'égarer. Laisser errer sa plume, donner libre cours à son inspiration, laisser errer son regard sur quelque chose ou sur quelqu'un, parcourir quelque chose ou quelqu'un du regard, sans fixer son attention, implique un mouvement. Selon Maldiné, c'est le mouvement qui, grâce au rythme, impose l'image. Le rythme commande, assure la motricité de l'image et détermine une sorte de tonalité affective selon laquelle, avant, à travers et au défi de toute représentation objective sensible, le sujet hante le monde pour signifier sa vie pulsionnelle. La cupidose qui indie de Léonard, sa soif de savoir, l'amène à explorer dans tous les domaines de la connaissance et au-delà la cause du désir. Léonard aurait entrevu la loi de la chute des corps, ou même le principe de l'inertie. Il a fait des trouvailles étonnantes dans l'ordre de la cinématique, de la dynamique, de la mécanique, de la balistique, et nous connaissons son intérêt pour l'anatomie et le fonctionnement du corps humain. Il a représenté les sexes féminin et masculin, le coït entre un homme et une femme avec une grande précision. Léonard, natif du village de Vinci, se dit enfant de l'amour et inscrit sa trajectoire dans un mouvement discontinu, sans cesse renouvelé, à travers des recherches élaborées à la fois de la forme et de la fonction de ce qui nous constitue, corps habité par la parole. Léonard travailla 4 ans à peindre le tableau de Mona Lisa, la Joconde, alors qu'il avait plus de 50 ans. Le sourire ensorcelant et l'étrange regard revint ensuite sur tous les visages qu'il peignit. Un sfumato indéfinissable efface les limites des motifs entre eux et décrit le monde rêvé de Léonard dans une fusion amoureuse. Le tableau où les traits de Mona Lisa sont le plus clairement reconnaissables est Sainte Anne, la Vierge
et l'enfant. Les femmes souriantes sont les répétitions de Katharina, sa mère. Un carton inédit, préparatoire de cette œuvre, met en scène un personnage qui disparaît ensuite dans la réalisation du tableau. Des dessins préparatoires sur petit format interrogent le trajet inconscient des projections de Léonard dans son élaboration. La première étude met en scène 3 personnages. La grand-mère âgée, la jeune mère penchée vers son enfant très vaguement esquissé. La deuxième étude fait apparaître 2 femmes, de part et d'autre d'un troisième personnage central dont le visage très chargé, en ombre, nous questionne. Un enfant sur les genoux de la femme la plus proche, les bras tendus vers un agneau. Ces 2 études préfigurent le carton que Léonard va peindre. Sainte Anne, la Vierge, l'Enfant Jésus et Saint Jean-Baptiste, puis la peinture définitive de Sainte Anne, la Vierge et l'Enfant. Le carton fait apparaître l'inachevé des extrémités pieds et mains, le doigt levé fantomatique de la Sainte Anne et la disparition du troisième personnage central. Le tableau final met en scène l'Enfant Jésus et le Saint Jean-Baptiste, devenu agneau, jouant sous le regard bienveillant et maternel de 2 femmes dans un paysage féerique. La main cachée de la Sainte Anne, disparaissant derrière le bras de la Vierge, dont le geste se prolonge par la main de l'enfant, agrippé à l'oreille de l'agneau, oriente notre réflexion vers la présence-absence, apparition et disparition du phallus. Nous suivons la trame suivante. Le personnage central énigmatique, le doigt levé fantomatique, l'oreille de l'agneau. Nous notons la présence dans le tableau de 2 femmes en une, 2 enfants en un, dont l'un est un enfant et l'autre un animal. Nous y reconnaissons le frère rival, ici, petit animal inoffensif, déni de l'envie et de la haine jalouse, ressentie à la vue de l'enfant tétant le sein de sa mère. Dans un retournement de passif en actif, de la pulsion de haine en pulsion d'amour, dans une identification maternelle d'enfantement, Léonard, par la sublimation de son désir homosexuel, exprime ses affects refoulés et met en scène, par le motif du tableau, ce moment traumatique de la vision de l'autre, au sein de sa mère, réactivant à la fois l'effroi de la vision de la scène primitive et les angoisses de séparation et de dévoration que Mélanie Klein a très bien décrites. Dans une lettre à son frère qui vient d'être père. Tu te félicites d'avoir engendré un ennemi vigilant dont toutes les forces tendront vers une liberté qui ne lui viendra qu'à ta mort. Les 2 mères sont condensées en une seule figure. Le drapé autour de Marie rappellerait le contour du Vautour Milan, interprété par certains auteurs et repris par Freud. Comme image, devinette, inspirée du rêve d'enfance de Léonard. Il semble que ce soit mon destin d'écrire ainsi sur le Milan, car parmi mes plus lointaines impressions d'enfance, il me souvient que du temps où j'étais au berceau, un Milan vient m'ouvrir la bouche de sa queue et à plusieurs reprises me frappa de sa queue sur les lèvres. Le sein, pénis,
l'enfant, le phallus. Autant de déplacements conduisant à cet index levé que l'on retrouve dans toute l'œuvre de Léonard de Vinci. En 1991, en Allemagne, a été trouvée une esquisse érotique supposée de Salaï, prenant la pose de Saint Jean. Léonard se reconnaissait dans ces jeunes gens comme un autre lui-même, un double ayant subi des traumatismes affectifs et présentant des failles narcissiques. Cet autre imaginaire réapparaît avec l'interrogation du sujet dans sa dimension symbolique. Le sujet consent à perdre le phallus. Il en fait son deuil et ne peut viser celui-ci que comme un objet caché. Ce doigt levé est l'indication du manque à être. Il s'agit d'une certaine prise de position du sujet par rapport à la problématique du grand autre, qui est cet autre absolu, cet inconscient fermé, cette femme impénétrable, peut-être figure de la mort. C'est de la séparation du sujet d'avec la mère que Freud fait partir toute la dramatisation de la vie de Léonard. La profonde complexité des relations de l'homme à la femme vient de la résistance des sujets masculins à admettre effectivement que les sujets féminins sont véritablement dépourvus de quelque chose, et à plus forte raison qu'ils soient pourvus de quelque chose d'autre. Là où il n'y a pas de matériel symbolique, il y a obstacle, défaut à la réalisation de l'identification essentielle à la réalisation de la sexualité du sujet. Le sexe féminin a un caractère d'absence, de vide, de trou, qui fait qu'il se trouve être moins désirable que le sexe masculin dans ce qu'il a de provoquant, et qu'une dissymétrie essentielle apparaît. Les dessins d'anatomie de la femme et de l'homme que Léonard a tracés dans les moindres détails de l'intime du corps soulignent son cheminement. Commence ton anatomie par l'homme qui a atteint son plein développement, puis montre-le âgé et moins musculeux. Ensuite, dépouille-le graduellement jusqu'aux os. Et enfin, tu feras l'enfant avec la démonstration de la matrice. En conclusion, la curiosité insatiable de Léonard embrasse l'univers tout entier comme s'il voulait le posséder, fouillant la nature intime de chaque chose, associant sur la même page une anatomie et une machine de guerre au rouage complexe. Léonard passe d'une activité à une autre, d'une vie monacale à des fêtes très hautes en couleurs, d'un prince à un autre, d'une commande à une autre, en laissant bien souvent son œuvre inachevée. À travers la conception de la Sainte Anne, la Vierge et l'Enfant, de ses études préliminaires à la réalisation du tableau final, nous avons suivi les déplacements de l'objet, du personnage énigmatique jusqu'au doigt levé dans sa forme fantomatique, surgissant à nouveau sous la forme de l'oreille de l'agneau dont l'enfant se saisit. Nous y voyons l'apparition et disparition du phallus imaginaire dans une tentative de symbolisation de la différence sexuelle. Le chemin artistique et créateur de Léonard met en évidence la dialectique du sujet avec l'objet. Quand l'objet, disparaissant par la voie du deuil, fait se manifester la vraie nature de ce qui lui correspond dans le sujet, les apparitions du phallus, les phallophanies.
et ce que nous nommerons les errances d'un génie. Je vous remercie de votre écoute.